Le matin du 18 mai 1565, Jean de Valette se tient sur les remparts du fort Saint-Elme. Le vieux chevalier a 71 ans, mais son regard reste vif. Ce qu'il voit à l'horizon le glace jusqu'aux os. Plus de 220 navires remplissent la mer aussi loin que porte sa vue. Des galères ottomanes, les unes après les autres, défilent sous le soleil méditerranéen. Les voiles se comptent par centaines. Sur ces bâtiments se tiennent 40 000 hommes d'armes, équipés, entraînés, prêts à tout détruire sur leur passage. Malte est une petite île rocailleuse de 300 km², perdue au milieu de la Méditerranée. Pas d'arbres, pas de rivières, à peine quelques sources. L'eau y est rare, le sol aride. Pourtant, cette île représente bien plus qu'un caillou stérile. Elle est le dernier verrou avant l'Europe. Si Malte tombe, rien n'empêchera Soliman le Magnifique de débarquer en Sicile, puis en Italie, puis partout ailleurs. L'Europe chrétienne tremble déjà devant l'avancée ottomane. Constantinople est tombée en 1453. Rhodes a cédé en 1522. La Hongrie s'est effondrée en 1526. Belgrade, Buda, les Balkans, tout a plié sous la poussée turque. L'Empire ottoman semble invincible. Jean de Valette connaît bien les Ottomans. En 1522, il était déjà présent au siège de Rhodes, où les chevaliers ont tenu 6 mois avant de capituler. Capturé plus tard par le corsaire Dragut, il a passé 1 an enchaîné aux rames d'une galère turque. Il sait de quoi l'ennemi est capable. Il parle l'arabe et le turc, comprend leur tactique, leur stratégie. Cette connaissance va maintenant servir à sauver l'île, ou du moins à essayer. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ne sont pas des moines ordinaires. Fondé à la fin du XIe siècle pour soigner les pèlerins, l'ordre est devenu une force militaire redoutable. Chassés de Terre Sainte après les croisades, puis de Rhodes, ils ont trouvé refuge à Malte en 1530. L'empereur Charles Quint leur a donné l'île à une condition, qu'ils défendent la chrétienté contre les Turcs. Depuis, ils remplissent leur mission avec zèle. Leurs galères sillonnent la Méditerranée, attaquent les navires ottomans, capturent des cargaisons. Ils sont des corsaires chrétiens, et Soliman les déteste pour cela. En 1564, le chevalier Romégas commet l'erreur fatale. Il capture une galère ottomane chargée d'une riche cargaison appartenant à des proches du sultan. Pire encore, le navire transporte 150 captives chrétiennes destinées au sérail de Soliman. Cette prise met le sultan en rage. Il convoque ses généraux et donne l'ordre d'en finir avec Malte une bonne fois pour toutes. L'île doit tomber, l'ordre doit être anéanti. Les préparatifs commencent dès l'automne 1564. À Constantinople, les arsenaux tournent à plein régime. On construit des navires, on forge des armes, on rassemble des troupes. Soliman nomme 2 commandants pour l'expédition. Mustapha Pacha dirigera l'armée de terre, Pial Pacha commandera la flotte. Mustapha est un vétéran aguerri qui a participé au siège de Rhodes 40 ans plus tôt. Pial est un jeune amiral brillant qui a remporté la bataille de Djerba en 1560, infligeant une défaite écrasante à la flotte chrétienne. Les 2 hommes ne s'aiment pas, mais Soliman compte sur eux pour conquérir Malte. Les espions européens à Constantinople remarquent l'agitation. En janvier 1565, l'ambassadeur français Pétremol informe Catherine de Médicis que les Turcs préparent une expédition. Destination probable, Malte. Le message arrive jusqu'à Philippe II d'Espagne, qui prévient le vice-roi de Sicile. Mais personne ne bouge. L'Espagne est occupée par des guerres intérieures. La France, alliée traditionnelle des Ottomans, ne fera rien. L'Angleterre d'Élisabeth Ier s'est détournée de la Méditerranée. Seul le pape promet des subsides, les chevaliers de Malte sont seuls. Jean de Valette ne perd pas de temps. Dès qu'il apprend la menace, il rappelle tous les chevaliers dispersés en Europe. Il ordonne de renforcer les fortifications, d'élargir les fossés, d'accumuler des provisions. Les récoltes sont moissonnées avant l'heure ou détruites pour ne rien laisser à l'ennemi. Les puits sont empoisonnés. Malte doit devenir un piège pour les assaillants. L'île dispose de 3 forts principaux, disposés autour du grand port sur la côte est. Le fort Saint-Elme se dresse à la pointe de la péninsule de Xibéras, isolé des 2 autres. Plus loin, de l'autre côté du port, le fort Saint-Ange protège la ville de Birgou, capitale de l'île. Juste à côté, le fort Saint-Michel défend la péninsule de Sengléa.
Ces trois positions forment un triangle défensif autour du port. Si l'une tombe, les deux autres peuvent se soutenir mutuellement par leurs tirs d'artillerie. Valette fait creuser des tunnels souterrains pour relier les forts. Il organise le ravitaillement en eau, constitue des réserves de nourriture, de poudre, de munitions. Les femmes, les enfants, les vieillards sont évacués vers Medina, la vieille citadelle au centre de l'île. Seuls restent les combattants. Combien sont-ils? Les chiffres varient selon les sources, mais les historiens s'accordent sur environ 600 chevaliers, 2500 mercenaires italiens et espagnols et 4000 miliciens maltais. Au total, 7000 hommes d'armes, auxquels s'ajoutent quelques centaines d'esclaves de galère libérés pour combattre. Face à eux, 40 000 soldats ottomans, dont 6 000 janissaires, l'élite de l'armée turque, et 9 000 sipaïs, la cavalerie lourde. Le rapport de force est écrasant. 1 contre 6. Les défenseurs le savent, mais ils n'ont pas le choix. Reculer signifie mourir. Le 18 mai 1565, la flotte ottomane arrive en vue de Malte. Les navires ne débarquent pas immédiatement. Mustapha Pacha et Piyale Pacha inspectent d'abord les côtes. Ils cherchent le meilleur endroit pour ancrer, pour établir leur camp. Le lendemain, les premières troupes prennent pied dans la baie de Marsaxlok, au sud-est de l'île. Des espions ottomans déguisés en pêcheurs avaient repéré cet endroit des mois plus tôt. Une source d'eau potable à proximité, une plage pour débarquer l'artillerie à seulement 10 km de Birgu. L'emplacement est parfait. Le débarquement dure plusieurs jours. Les soldats turcs établissent leur camp, montent leurs tentes, déchargent les canons. La cavalerie maltaise, commandée par un chevalier italien nommé Copier, tente quelques escarmouches. Mais devant le nombre, les défenseurs se replient vers les forts. Le 21 mai, Mustapha Pacha lance un premier assaut contre le bastion de Castille à Birgu. C'est un test. Les prisonniers chrétiens capturés les jours précédents ont indiqué que ce bastion était le plus faible. L'attaque échoue. Les canons de Valette crachent la mort sur les assaillants, qui reculent en désordre. C'est alors que survient la première dispute entre les commandants ottomans. Piyale Pacha veut sécuriser un abri pour sa flotte. Les galères turques sont ancrées dans la baie de Marsaxlok, exposées au vent, aux tempêtes. Il propose de prendre d'abord le fort Saint-Elme, qui contrôle l'entrée de la baie de Marsamxet, où les navires pourront se mettre à l'abri. Mustapha Pacha préfère attaquer directement Birgu et Senglea, les positions principales. Il veut éviter de perdre du temps et des hommes sur un fort secondaire. Les deux hommes se disputent pendant des heures, incapables de s'entendre. Le 22 mai, ils tiennent un conseil de guerre. Dragut n'est pas encore arrivé, mais il devrait les rejoindre sous peu. En attendant, ils doivent choisir. Finalement, Piale l'emporte. La flotte a besoin d'un abri sûr. Saint-Elme doit tomber. Les ingénieurs ottomans estiment qu'il faudra 5 jours pour prendre le fort. Mustapha accepte à contre-cœur. Cette décision va coûter très cher aux Turcs. Le fort Saint-Elme n'est pas une forteresse imposante. Construit en 1552, il présente un plan en étoile caractéristique des ouvrages militaires de l'époque, avec 4 bastions pointus et un ravelin pour protéger son flanc ouest. Mais ces fortifications ne sont pas encore achevées et il est séparé du reste de l'île par le port. En cas d'attaque, les défenseurs ne pourront compter que sur eux-mêmes. Valette place 140 chevaliers et 700 soldats maltais et espagnols dans le fort. Il sait que Saint-Elme va subir l'assaut principal. Il sait aussi qu'il ne peut pas l'abandonner. Si les Turcs s'emparent du fort, ils installeront leurs canons sur la colline de Xiberas et pilonneront Birgu et Senglea depuis une position dominante. Il faut tenir Saint-Elme le plus longtemps possible pour gagner du temps, pour permettre aux renforts d'arriver de Sicile. Le 24 mai, les batteries ottomanes ouvrent le feu. 50 canons bombardent le fort jour et nuit. Les murs tremblent, les pierres volent en éclats. Les défenseurs creusent des tranchées, colmatent les brèches, évacuent les blessés pendant la nuit. Des barques traversent le port dans l'obscurité, apportant des renforts, des munitions, de la nourriture. Mais chaque nuit, les Turcs envoient des patrouilles pour intercepter ces convois. Les combats sont féroces, silencieux, à l'arme blanche. Le 31 mai, Dragut arrive enfin avec 2500 corsaires de Tripoli et une quinzaine de galères. Le vieux corsaire a 80 ans, mais il reste l'un des meilleurs tacticiens de la Méditerranée. Il inspecte les positions turques
et se met en colère. Mustapha a mal placé les batteries, l'artillerie est trop éloignée du fort. Dragut ordonne de déplacer les canons, de creuser des tranchées pour les rapprocher. Il fait installer des batteries sur le mont Tignes, en face du fort, pour prendre Saint-Elme en tenaille. Les Ottomans tirent maintenant depuis 3 directions différentes. Le bombardement s'intensifie. Les Turcs lancent 6000 boulets en 24 heures. Les murs du fort s'effondrent. Les défenseurs se battent dans les ruines, repoussent assaut après assaut. Les Ottomans attaquent à l'aube, au crépuscule, parfois la nuit. Les janissaires montent à l'assaut en hurlant, protégés par des boucliers de bois. Les chevaliers les reçoivent avec des arquebuses, des mousquets, de l'huile bouillante. Les corps s'accumulent dans les fossés. Le 3 juin, les défenseurs de Saint-Elme envoient un message désespéré à Valette. Le fort est en ruine, les munitions s'épuisent, les hommes tombent les uns après les autres. Ils demandent l'autorisation de se replier vers Birgu. Valette refuse. Il sait que la chute de Saint-Elme signifierait la mort de Malte. Il envoie 3 chevaliers inspecter l'état du fort. L'un d'eux, un Italien, déclare que le fort peut encore tenir si on répare les brèches et si les hommes gardent leur courage. Cette déclaration provoque la colère des défenseurs. Des chevaliers craignent que l'inspecteur devrait rester à Saint-Elme pour défendre les murailles lui-même. D'autres l'invitent à affronter le prochain assaut pour constater la situation réelle. La tension monte. Valette comprend le message. Il envoie un dernier ordre. Tenir jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Le salut de l'ordre, le salut de Malte, le salut de la chrétienté dépendent de leur sacrifice. Le 16 juin, les Turcs tentent une attaque audacieuse. Ils ont construit un pont flottant pour traverser le port et attaquer Saint-Elme depuis la mer. Pendant la nuit, ils immergent une ancre devant le fort pour amarrer le pont. Mais un défenseur entend le bruit de l'ancre tombant à l'eau. Il se jette à la mer, récupère l'ancre et la ramène triomphalement au grand maître. Les Turcs doivent reporter leur attaque de 2 jours. Le 18 juin à l'aube, le pont est enfin remorqué vers le fort par de petits navires. Mais l'artillerie chrétienne le pulvérise avant qu'il n'atteigne les murailles. Les assaillants sont fauchés par les tirs ou se noient dans le port. Des brûlots achèvent de disperser les navires turcs. Les Ottomans perdent 2500 hommes dans cette seule attaque, dont plusieurs capitaines et un membre de la famille impériale. Le 21 juin, un éclat d'obus change le cours du siège. Les canons du fort Saint-Ange, de l'autre côté du port, tirent sur les batteries turques. Un boulet frappe le sol près de Dragut, projetant des éclats de pierre dans toutes les directions. Le vieux corsaire est touché à la tête. Il reste conscient, mais la blessure est mortelle. Il vivra encore 2 jours, le temps d'apprendre la chute de Saint-Elme. Puis il meurt le 23 juin, jour de la Saint-Jean, saint patron de l'ordre. Les Turcs perdent leurs meilleurs tacticiens au moment où ils en ont le plus besoin. Le 23 juin à l'aube, les Ottomans lancent l'assaut final. Ils attaquent depuis toutes les directions à la fois. Les 60 défenseurs, encore debout, n'ont plus de poudre depuis la veille. Ils se battent avec des épées, des haches, des pierres. Les blessés trop faibles pour tenir debout se font attacher à des chaises et combattent assis. 4 heures plus tard, le fort tombe. De l'autre côté du port, un chevalier blessé nommé Lanfreducci envoie le signal préétabli par de la fumée. Saint-Elme n'existe plus. Les Turcs trouvent 9 survivants dans les ruines. Tous les autres sont morts. Le fort devait tomber en 5 jours. Il a tenu 35 jours. Il a coûté 8000 hommes aux Ottomans, dont 4000 janissaires. La moitié de l'élite turque a été décimée sur ce petit fort isolé. Mustapha Pacha contemple les ruines et comprend l'erreur. Il aurait dû écouter Dragut, prendre d'abord Mdina et Gozo pour isoler les forts principaux. Maintenant, il a perdu son meilleur allié et ses meilleures troupes. Et Birgu attend, intact, menaçant, derrière ses murailles. La rage s'empare des Ottomans après la chute de Saint-Elme. Les soldats turcs décapitent les cadavres des chevaliers, clouent leurs corps sur des croix de bois et les jettent à la mer. Les croix flottent vers Birgu, portées par le courant. Le message est clair. Voici ce qui attend les défenseurs. Valette reçoit les corps et entre dans une colère froide. Il ordonne d'amener tous les prisonniers turcs capturés depuis le début du siège. Il les fait exécuter un par un, puis charge leurs têtes dans les canons et les tire vers le camp ottoman. À son tour, il envoie un message. Aucun quartier ne sera donné, aucune pitié ne sera montrée.
C'est une guerre à mort. Les deux camps ont reçu des renforts entre-temps. Les chrétiens ont accueilli 700 hommes venus de Sicile, dont 42 chevaliers. Les musulmans ont reçu 3000 guerriers envoyés par le pacha d'Alger. Mais ces renforts changent peu la situation. Les Ottomans restent largement supérieurs en nombre. Leur morale, cependant, commence à vaciller. Saint-Elme leur a coûté trop cher. Mustapha sait qu'il doit terminer cette guerre rapidement, avant que la chaleur de l'été et le manque d'eau n'épuisent son armée. Début juillet, les Ottomans repositionnent leur armée devant Birgu et Senglea. Plus de 100 canons pilonnent les fortifications. Les murs s'effondrent, les bastions se transforment en amas de pierres. Mais contrairement à Saint-Elme, ces forts ne sont pas isolés. Ils peuvent se soutenir mutuellement, échanger des troupes, partager leurs munitions. Valette a fait construire un ponton pour relier les deux péninsules et faciliter les mouvements de troupes. Le 5 juillet, Mustapha lance un premier assaut sur le fort Saint-Michel. L'attaque dure toute la journée, les Turcs se jettent contre les murailles par vagues successives, mais sont repoussés à chaque fois. Les pertes sont terribles des deux côtés. Mustapha comprend qu'il ne peut pas prendre les forts par la force brute. Il change de tactique. Il organise un bombardement continu pour ouvrir des brèches dans les remparts, puis il établit un blocus total de l'île pour empêcher l'arrivée de renforts. La flotte de Piale Pacha croise au large, interceptant tout navire qui tente d'approcher. Sur terre, l'armée turque encercle complètement les deux péninsules. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Mustapha compte sur l'épuisement des défenseurs, sur le manque de nourriture, sur la fatigue accumulée. Il sait que Valette ne peut pas tenir éternellement, mais le vieux grand maître refuse de céder. Il galvanise ses troupes, les exhorte à tenir bon. Il leur rappelle qu'ils défendent non seulement Malte, mais toute la chrétienté. Il leur promet que les renforts arrivent. Le pape Pie V a accordé une indulgence plénière à tous ceux qui mourront pour la défense de l'île. Cette nouvelle donne du courage aux défenseurs, qui se battent avec une détermination décuplée. Le 7 août, Mustapha décide de lancer un assaut général. Il attaque simultanément Birgu et Senglea pour empêcher les défenseurs de se soutenir mutuellement. L'attaque est féroce. Les janissaires montent à l'assaut en hurlant, soutenus par l'artillerie qui tire sans discontinuer. Les chevaliers se battent avec l'énergie du désespoir, repoussant vague après vague. Au milieu de la bataille, les Turcs parviennent à investir une partie du fort Saint-Michel. Ils enfoncent les portes, massacrent les défenseurs. La victoire semble à portée de main. Mais soudain, Mustapha reçoit un message urgent. Le camp ottoman est attaqué. Il ordonne immédiatement le repli. Ce qui s'est passé va entrer dans la légende. La cavalerie maltaise, stationnée à Mdina, au centre de l'île, a profité de l'absence du gros des forces turques pour lancer un raid audacieux sur leur camp. Quelques dizaines de cavaliers, peut-être une centaine, commandés par Vincenzo Anastaghi, ont attaqué le campement laissé sans défense. Ils ont tué les gardes, pillé les réserves, détruit les approvisionnements en eau et en nourriture, puis sont repartis avant que personne ne puisse les arrêter. Le raid cause des dégâts considérables. Plus grave encore, il sème la panique parmi les Turcs. Mustapha craint l'arrivée des renforts espagnols. Il pense que la cavalerie de Mdina n'est que l'avant-garde d'une armée plus importante. Il abandonne son assaut victorieux sur Saint-Michel et ramène ses troupes pour protéger le camp. Cette erreur tactique sauve les défenseurs, qui profitent du répit pour réparer les brèches et renforcer leur position. Mustapha comprend son erreur trop tard. Il réorganise ses forces et prépare un nouvel assaut, celui qui doit être le dernier. Il fait construire une tour de siège mobile pour escalader les murailles. Il fait creuser des tranchées pour approcher l'artillerie plus près des forts. Il envoie des sapeurs miner les fondations des remparts. Les préparatifs durent plusieurs jours. Les Turcs travaillent jour et nuit, déterminés à en finir. Le 18 août, l'opération est lancée. Les Ottomans attaquent en main depuis toutes les directions. L'artillerie pilonne les fortifications à moitié détruites. Les sapeurs font exploser leurs mines, ouvrant de larges brèches dans les murs. Les janissaires se précipitent dans les ouvertures. Les défenseurs sont submergés. Les Turcs pénètrent dans le fort Saint-Michel, massacrant tout sur leur passage. Valette voit la situation se dégrader. Il saisit son épée et descend lui-même dans les tranchées. À 71 ans, le grand maître se bat aux côtés de ses chevaliers. Sa présence galvanise les défenseurs, qui redoublent d'efforts. Il repousse les Turcs mètre par mètre, corps à corps, dans une mêlée sanglante.
Le combat dure des heures. Les deux camps refusent de céder. Le 19 août, les Ottomans concentrent leurs efforts sur le fort Saint-Michel. Ils font exploser une mine sous les fondations, éventrant les murailles. Les janissaires se ruent dans la brèche. Cette fois, les défenseurs sont dépassés. Les Turcs vont prendre le fort. Mais à ce moment crucial, le neveu de Valette, un jeune chevalier nommé Henri, mène une contre-attaque désespérée. Il se jette avec une poignée d'hommes sur les assaillants, les repousse dans un combat acharné, puis fait s'effondrer la tour de siège turque en y mettant le feu. Henri meurt dans l'attaque, mais son sacrifice permet aux défenseurs de tenir une fois de plus. Les deux camps sont à bout de force. Les Turcs ont perdu plus de 20 000 hommes depuis le début du siège. Les chrétiens ne sont plus que quelques milliers de combattants valides. Les fortifications sont détruites, les munitions s'épuisent, la nourriture manque. Valette prie chaque nuit pour que les renforts arrivent avant que tout ne s'effondre. Le 7 septembre, des guetteurs aperçoivent des voiles à l'horizon. Est-ce la flotte espagnole ou d'autres navires turcs? Personne ne sait. Mustapha ordonne à ses troupes de se préparer au combat. Si ce sont des renforts chrétiens, il faut les détruire avant qu'ils ne débarquent. Si ce sont des renforts turcs, la victoire est assurée. Le lendemain, 8 septembre, les navires approchent. Ce sont 95 galères espagnoles transportant 9500 hommes frais, commandés par Don Alvaro de Bazan. La flotte force le blocus turc et débarque ses troupes au nord de l'île. Mustapha envoie une partie de son armée pour les affronter, mais les soldats turcs sont épuisés, affamés, démoralisés. Les tercios espagnols les écrasent en quelques heures. Mustapha comprend que la situation est perdue. Il a échoué. Soliman va être furieux. Le sultan avait promis de conquérir Malte au printemps 1566 si ses généraux échouaient. Mais Mustapha n'a plus le choix. Son armée est décimée, ses meilleures troupes sont mortes, ses approvisionnements sont épuisés. Le 12 septembre, il ordonne le rembarquement. Les Turcs abandonnent leur position, brûlent leur matériel pour ne rien laisser à l'ennemi et regagnent leurs navires. La flotte ottomane quitte Malte dans la confusion. Les derniers soldats montent à bord sous le feu des canons chrétiens. Plusieurs navires sont coulés pendant le rembarquement. Les Turcs laissent derrière eux 30 000 morts, dont la moitié de leurs janissaires. C'est la pire défaite ottomane depuis plus d'un siècle. Le siège a duré 114 jours, du 18 mai au 12 septembre 1565. Les pertes sont apocalyptiques. Les Ottomans ont perdu entre 25 000 et 30 000 hommes. Les chrétiens ont perdu 9 000 hommes, dont 250 chevaliers sur les 600 initiaux. Un tiers de la population maltaise a péri. Des villages entiers ont été rasés. Les campagnes sont dévastées. Les survivants errent dans les ruines, cherchant de l'eau, de la nourriture, un abri. Mais Malte a survécu. L'impossible s'est produit. Une poignée d'hommes a résisté 4 mois contre la plus puissante armée du monde. La nouvelle se répand en Europe comme une traînée de poudre. C'est un miracle, un signe de Dieu. La chrétienté exulte. Le pape organise des processions de remerciements. Philippe II envoie à Valette une épée d'or avec la devise « Plus que la valeur, Valette compte ». Pie XX offre au grand maître la dignité de cardinal, mais Valette refuse. Il n'a pas le temps pour les honneurs. Il faut reconstruire. L'impact stratégique du siège est immense. Soliman le Magnifique meurt 1 an plus tard, en septembre 1566, pendant le siège de Szigetvar en Hongrie. Il n'aura jamais pu prendre sa revanche. L'expansionnisme ottoman en Méditerranée occidentale s'arrête net. Avant Malte, les Turcs semblaient invincibles. Après Malte, ils sont vulnérables. 6 ans plus tard, en 1571, la flotte ottomane sera écrasée à Lépante par la Sainte Ligue. La domination turque sur la Méditerranée prend fin. Pour l'ordre de Saint-Jean, le grand siège marque l'apogée de sa gloire. Les dons affluent de toute l'Europe. Valette entreprend la construction d'une nouvelle ville fortifiée sur la péninsule de Xibéras, là où se dressait le fort Saint-Elme. La première pierre est posée le 28 mars 1566. La ville est baptisée Humilissima Civitas Valletae, la très humble ville de Valette. Elle deviendra simplement la Valette, capitale de Malte, forteresse imprenable, symbole de la résistance chrétienne.
Jean de Valette ne verra jamais sa ville achevée. Il meurt le 21 août 1568, à l'âge de 74 ans, 2 ans après avoir posé la première pierre. Il est enterré dans la première église conventuelle de la nouvelle cité, dédiée à la nativité de la Vierge Marie. Plus tard, son corps sera transféré dans la crypte de la co-cathédrale Saint-Jean, où il repose encore aujourd'hui aux côtés de 11 autres grands maîtres de l'ordre. Vincenzo Anastasi, le commandant de la cavalerie de Mdina, dont le raid audacieux sauva Malte le 7 août, vécut jusqu'en 1586. Il retourna en Italie, où il mena une brillante carrière militaire au service de différents princes. Le peintre Le Greco immortalisa son visage dans un portrait célèbre conservé aujourd'hui au Frick Collection à New York. Sur ce tableau, Anastasi porte la cuirasse et l'épée, la main posée sur le pommeau. Son regard est dur, inflexible. C'est le regard d'un homme qui a survécu à l'enfer. Mustapha Pacha, le commandant ottoman qui devait conquérir Malte en quelques semaines, rentra à Constantinople dans la honte. Soliman lui pardonna, mais l'humiliation ne s'effaça jamais. Il mourut en 1568 pendant une campagne en Arabie. Piale Pacha, l'amiral de la flotte, continua sa carrière et devint grand vizir en 1574, mais son nom reste associé au désastre de Malte. Dragut, le légendaire corsaire ottoman, fut enterré à Tripoli avec tous les honneurs dus à un héros. Sa mort changea le cours du siège. Si Dragut avait vécu, peut-être Malte serait-elle tombée. Peut-être l'histoire de l'Europe aurait-elle été différente. Le grand siège de Malte reste un cas d'école militaire. Il illustre comment une forteresse bien défendue peut tenir tête à une armée supérieure en nombre. Les Ottomans commirent plusieurs erreurs fatales. D'abord, ils perdirent un mois entier sur Saint-Elme au lieu d'attaquer directement Birgou et Sengléa. Ensuite, les tensions entre Mustapha et Piale empêchèrent une coordination efficace des opérations. Enfin, la mort de Dragut priva les Turcs de leur meilleur tacticien au moment crucial. Les chrétiens, de leur côté, bénéficièrent du génie tactique de Valette. Le vieux grand maître comprit dès le début que la clé était le temps. Chaque jour gagné rapprochait l'arrivée des renforts espagnols. Il sacrifia Saint-Elme pour gagner 1 mois. Il organisa une défense en profondeur, utilisant les 3 forts comme un système intégré. Il maintint le moral de ses troupes malgré des pertes terribles. Il descendit lui-même au combat quand la situation l'exigeait, montrant l'exemple du courage et de la détermination. Les innovations techniques jouèrent également un rôle crucial. Les chevaliers utilisèrent des cerceaux de métal enflammés qu'ils lançaient sur les assaillants pour identifier les cibles dans l'obscurité. Ils employèrent des pétards remplis de poudre et de clous pour disperser les formations ennemies. Ils perfectionnèrent l'usage de la guerre de mines et contre-mines, creusant des galeries souterraines pour déjouer les sapeurs ottomans. Après le siège, la construction de La Valette transforma Malte en une forteresse quasi imprenable. Les ingénieurs militaires de toute l'Europe vinrent étudier les fortifications. La ville devint un modèle d'architecture défensive. Ses remparts massifs, ses bastions angulaires, ses fossés profonds représentaient le sommet de l'art fortifié du XVIe siècle. L'ordre de Saint-Jean resta à Malte jusqu'en 1798, quand Napoléon Bonaparte s'empara de l'île pendant sa campagne d'Égypte. Les chevaliers durent s'exiler une nouvelle fois. Ils trouvèrent finalement refuge à Rome en 1834, où l'ordre souverain de Malte existe encore aujourd'hui en tant qu'entité souveraine reconnue par plus de 100 pays. La mémoire du grand siège imprègne encore l'île. Les Maltais célèbrent chaque année, le 8 septembre, la fête de la victoire qui commémore la levée du siège. Ce jour-là, des cortèges défilent dans les rues, des messes sont célébrées, des feux d'artifice illuminent le ciel. À Birgou, devenue Vittoriosa, la victorieuse, les vieilles fortifications témoignent toujours de la violence des combats. Les boulets de canon sont encore visibles, incrustés dans les pierres des remparts. Le fort Saint-Elme a été reconstruit et abrite aujourd'hui le Musée national de la guerre. Les visiteurs peuvent le marcher sur les remparts où 140 chevaliers ont tenu tête à 40 000 Ottomans pendant 35 jours. Ils peuvent voir les armes, les armures, les cartes de bataille. Ils peuvent se représenter l'assaut final du 23 juin 1565, quand les derniers défenseurs, blessés et épuisés, se sont battus jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Francesco Balbi di Correggio,
un arquebusier espagnol présent au siège, écrivit un compte rendu détaillé de ces événements. Son témoignage, publié en 1568, reste la source principale sur le grand siège. Il décrit les combats quotidiens, les assauts nocturnes, la soif terrible qui rongeait les défenseurs. Il raconte comment les hommes buvaient l'eau salée du port, comment ils mâchaient des morceaux de cuir pour tromper la faim, comment ils creusaient dans les décombres pour retrouver les corps de leurs camarades et leur donner une sépulture chrétienne. Hipólito Sanz, un autre témoin oculaire, chevalier aragonais qui combattit à Birgu, laissa également un récit. Il décrit l'état des fortifications après 4 mois de bombardement. Les murs n'étaient toujours plus que des amas de pierres retenus ensemble par la grâce de Dieu. On pouvait passer la main à travers les brèches. Les bastions ressemblaient à des tas de gravats. Mais nous tenions bon. Nous ne pouvions pas abandonner. Nous avions fait vœu de défendre la foi jusqu'à la mort. Les chroniqueurs ottomans, de leur côté, tentèrent de minimiser l'échec. Certains prétendèrent que Mustapha avait reçu l'ordre de se replier pour attaquer la Hongrie. D'autres affirmaient que les maladies avaient décimé l'armée turque, rendant le siège impossible. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. 30 000 soldats ottomans sont morts devant Malte. La moitié des janissaires, l'élite de l'armée impériale, a été anéantie. Cette défaite ébranla la confiance des Turcs dans leur supériorité militaire. Le grand siège de Malte marque un tournant dans l'histoire méditerranéenne. Avant 1565, l'expansion ottomane semblait irrésistible. Rhodes était tombé en 1522 après un siège de 6 mois. Belgrade avait capitulé en 1521. La Hongrie s'était effondrée après la bataille de Mohacs en 1526. Vienne avait failli tomber lors du siège de 1529. Les Turcs contrôlaient la quasi-totalité de la Méditerranée orientale. Leurs corsaires terrorisaient les côtes italiennes et espagnoles. L'Europe vivait dans la peur d'une invasion massive. Malte changea cette dynamique. La résistance héroïque des chevaliers prouva que les Ottomans n'étaient pas invincibles. Elle redonna confiance aux puissances européennes. 6 ans plus tard, le 7 octobre 1571, la Sainte Ligue formée par le pape Pie V, l'Espagne et Venise affronta la flotte ottomane dans le golfe de Patras, en Grèce. La bataille de Lépante fut la plus grande confrontation navale depuis Actium en 31 avant Jésus-Christ. 500 galères s'affrontèrent dans un combat titanesque qui dura 5 heures. La flotte chrétienne, commandée par Don Juan d'Autriche, écrasa les Ottomans. 40 000 Turcs périrent ou furent faits prisonniers. 137 galères ottomanes furent coulées ou capturées. 15 000 esclaves chrétiens enchaînés aux rames furent libérés. Ce fut la première grande victoire navale de la chrétienté sur l'Empire ottoman. Elle mit fin à la domination turque en Méditerranée occidentale. Miguel de Cervantes participa à la bataille de Lépante. Il y fut blessé à la main gauche, ce qui lui valut le surnom de « Manchot de Lépante ». Des années plus tard, dans Don Quichotte, il écrivit « Cette journée fut si heureuse pour la chrétienté, car ce jour-là le monde entier et toutes les nations connurent l'erreur dans laquelle elles vivaient en croyant que les Turcs étaient invincibles sur mer. » Au-delà des chiffres et des dates, le grand siège fut avant tout une histoire d'hommes. Des hommes ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Des soldats qui se levaient chaque matin en sachant qu'ils ne verraient peut-être pas le coucher du soleil. Des officiers qui devaient prendre des décisions impossibles. Des médecins qui opéraient dans des conditions effroyables. Des prêtres qui donnaient les derniers sacrements à des centaines de mourants. Parmi ces héros anonymes, citons le chevalier Romegas, celui dont la capture d'une galère ottomane en 1564 avait déclenché la colère de Soliman. Pendant le siège, Romegas commanda les galères maltaises qui harcelaient la flotte turque. Il captura plusieurs navires de ravitaillement, privant les Ottomans de nourriture et de munitions. Ces raids nocturnes semèrent la terreur dans le camp ennemi. Le chevalier espagnol Medrano dirigea la défense du bastion de Castille, le point le plus vulnérable de Birgu. Pendant 4 mois, son bastion subit les assauts les plus violents. Les murs furent détruits et reconstruits plusieurs fois. Medrano refusa de céder un pouce de terrain. Il mourut le 7 août lors de l'assaut turc, tué d'une balle de mousquet alors qu'il repoussait les janissaires. Le chirurgien Giovanni Bartolo,
Un médecin sicilien établi à Malte opéra sans relâche pendant tout le siège. Il amputa des membres gangrenés, cautérisa des plaies purulentes, extrait des éclats de métal des corps déchiquetés. Ces notes médicales, conservées aux archives de l'ordre, décrivent les horreurs de la chirurgie de guerre au XVIe siècle. Sans anesthésie, sans antiseptique, avec des instruments rudimentaires, il sauva des centaines de vies. Le siège de Malte ne fut pas seulement un affrontement militaire, ce fut aussi une guerre psychologique intense. Les deux camps utilisèrent tous les moyens pour briser le moral de l'ennemi. Les Ottomans exposèrent les corps mutilés des chevaliers capturés pour terroriser les défenseurs. Ils firent crier par des prisonniers que les renforts espagnols ne viendraient jamais, que toute résistance était inutile. Valette répondit en faisant pendre les déserteurs en vue du camp turc. Il fit décapiter les espions ottomans et planter leurs têtes sur des pics au sommet des remparts. Il organisa des processions religieuses sur les murailles pour montrer que le moral restait intact. Il fit sonner les cloches après chaque victoire défensive, aussi minime soit-elle. Les Ottomans tentèrent de soudoyer certains chevaliers. Ils envoyèrent des messages promettant l'or, les honneurs, la vie sauve à ceux qui ouvriraient les portes. Mais aucun chevalier ne trahit. L'honneur de l'ordre ne pouvait être souillé par la trahison. Ceux qui avaient fait le vœu de défendre la chrétienté le tinrent jusqu'au bout, même face à une mort certaine. La dimension religieuse du conflit exacerba la violence. Pour les chevaliers, c'était une guerre sainte. Ils défendèrent la foi catholique contre l'islam. Chaque combat était un acte de foi, chaque mort un martyr. Pour les Ottomans, c'était le djihad contre les infidèles. Les janissaires étaient des guerriers saints, dévoués corps et âme à la conquête pour Allah. Cette dimension religieuse rendait tout compromis impossible. Il ne pouvait y avoir qu'un vainqueur. La victoire de Malte eut des répercussions qui dépassèrent largement la Méditerranée. Elle marqua le début du déclin ottoman. Après 1565, l'Empire turc ne réussit plus jamais à mener une grande offensive en Méditerranée occidentale. Les conquêtes cessèrent. L'expansionnisme fit place à la défensive. La bataille de Lépante en 1571 confirma cette tendance. Pour l'Europe, Malte devint un symbole. La petite île rocailleuse représentait la résistance face à la tyrannie. Elle incarnait la possibilité de la victoire contre un ennemi supérieur en nombre. Ce symbole influença les mentalités européennes pendant des siècles. Lors du second siège de Vienne en 1683, les défenseurs autrichiens se souvinrent de Malte. Ils tinrent 2 mois contre 150 000 Turcs avant que Jan Sobieski ne les délivre. La propagande catholique exploita intensément la victoire. Des livres, des pamphlets, des peintures célébrant le triomphe inondèrent l'Europe. Des tableaux monumentaux représentant les combats furent commandés pour décorer les églises et les palais. Le peintre Matteo Pérez d'Alexio, présent au siège, réalisa une série de fresques dans le palais des grands maîtres à La Valette. Ces fresques, toujours visibles aujourd'hui, racontent l'histoire du siège avec un luxe de détails. Les architectes militaires étudièrent les fortifications de Malte. Le système de défense en étoile, avec ses bastions angulaires permettant des tirs croisés, devint le standard en Europe. Vauban, le célèbre ingénieur militaire de Louis XIV, s'inspira des fortifications maltaises pour concevoir les places fortes françaises. Le legs militaire du Grand Siège se perpétua bien au-delà du XVIe siècle. 700 ans après le siège, Malte garde les cicatrices de cette époque. Les fortifications dominent toujours le paysage. Les bastions massifs, les fossés profonds, les échauguettes témoignent de la violence passée. La Valette est devenue une ville moderne, capitale d'un pays indépendant membre de l'Union européenne. Mais son architecture porte l'empreinte indélébile de l'ordre de Saint-Jean. Le fort Saint-Ange, quartier général de Valette pendant le siège, sert aujourd'hui de résidence au grand maître de l'ordre souverain de Malte. Le fort Saint-Michel, où tant d'hommes périrent en août 1565, accueille des expositions culturelles. Le fort Saint-Elme, théâtre du sacrifice des 140 chevaliers, abrite l'Académie de police maltaise et le Musée national de la guerre. Les Maltais n'ont pas oublié. Chaque 8 septembre, jour de la victoire, des cérémonies commémorent le grand siège. Des reconstitutions historiques reproduisent les combats. Des acteurs en costume d'époque rejouent les scènes héroïques. Les enfants apprennent à l'école le nom de Valette, de Dragut,
de Mustapha Pacha. L'histoire du siège fait partie de l'identité nationale maltaise. Au-delà des stratégies militaires et des enjeux géopolitiques, le grand siège de Malte reste une épopée humaine extraordinaire. C'est l'histoire d'hommes qui refusèrent de céder face à l'impossible, des chevaliers qui tinrent leur serment jusqu'à la mort, des soldats qui se battirent avec l'énergie du désespoir, des civils qui supportèrent la faim, la soif, la terreur pour défendre leur île. C'est aussi l'histoire de l'échec d'une grande puissance face à la détermination d'une poignée d'hommes. L'Empire ottoman était au sommet de sa gloire en 1565. Ses armées avaient conquis 3 continents. Sa flotte dominait les mers. Ses généraux étaient les meilleurs du monde. Pourtant, cette machine de guerre colossale s'est brisée sur les rochers de Malte. 40 000 hommes n'ont pas pu vaincre 7 000 défenseurs retranchés derrière des murailles à moitié détruites. Cette disproportion illustre une vérité fondamentale. Le nombre ne fait pas tout. La tactique, le moral, le leadership comptent autant, sinon plus. Valette fut un leader exceptionnel. Il comprit la psychologie de ses hommes. Il sut quand les pousser au combat et quand leur accorder du repos. Il descendit dans les tranchées quand il le fallait. Il prit les décisions difficiles sans hésiter. Il sacrifia Saint-Elme pour gagner du temps, même si cela signifiait condamner 140 chevaliers à une mort certaine. Mustapha Pacha, de son côté, commit erreur sur erreur. Il perdit 1 mois sur Saint-Elme. Il ne coordonna pas ses actions avec Piale et Pacha. Il abandonna l'assaut victorieux du 7 août par peur d'une attaque fantôme. Il sous-estima la détermination des défenseurs. Ces erreurs lui coûtèrent la victoire et 30 000 vies. Pour l'ordre de Saint-Jean, le grand siège représenta l'accomplissement de sa mission. Fondé pour protéger les pèlerins et combattre les infidèles, l'ordre prouva en 1565 qu'il était prêt à mourir pour cette cause. Les chevaliers de Saint-Elme qui se battirent jusqu'au dernier illustrèrent cet idéal. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils savaient que personne ne viendrait les sauver. Pourtant, ils tinrent bon jour après jour, repoussant assaut après assaut, jusqu'à ce que leurs munitions s'épuisent et qu'ils ne puissent plus que se battre à l'épée. Cette abnégation inspira des générations de chevaliers. Pendant 2 siècles et demi encore, l'ordre continua sa mission depuis Malte. Ses galères traquèrent les corsaires barbaresques. Ses hospices soignèrent les malades. Ses chevaliers défendirent l'île contre toute menace. En 1798, face à Napoléon et à 40 000 soldats français, l'ordre choisit de se rendre sans combattre pour épargner la population civile. Le grand maître Ferdinand von Hompesch ne voulait pas d'un nouveau grand siège. L'île fut épargnée, mais l'ordre perdit son territoire. Aujourd'hui, l'ordre souverain de Malte n'a plus de territoire propre. Son siège est à Rome, dans le Palazzo Magistrale. Mais il conserve sa souveraineté, reconnue par plus de 100 pays. Il émet des passeports, frappe de la monnaie, entretient des relations diplomatiques. Surtout, il perpétue sa mission originelle, soigner les malades et les nécessiteux. Ses œuvres caritatives opèrent dans 120 pays. Ses ambulances, ses hôpitaux, ses dispensaires portent la croix blanche à 8 pointes, celle que portaient les chevaliers de Valette en 1565. Le grand siège de Malte reste gravé dans la mémoire collective comme l'un des plus extraordinaires faits d'armes de l'histoire. 500 chevaliers et 6 500 hommes ont tenu 4 mois contre 40 000 Ottomans. Ils ont sauvé l'Europe d'une invasion qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Leur sacrifice mérite d'être rappelé, leur courage d'être célébré, leur détermination d'être admirée. Ils ont prouvé qu'une cause juste défendue avec détermination peut triompher contre toute attente.